La programmation nous conduit à nous interroger. Avec ce retour brutal de la guerre en Ukraine, l'Europe a été amenée à repenser sa politique de défense pour demain. Alors, comment concrétiser ce nouvel effort vers une culture stratégique commune? Quels sont les choix que font les États européens en matière de politique de défense pour demain? Sur ce sujet, nous allons écouter, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui avec nous et pour nous Jean-Marie Guéhenno, professeur à la Columbia University et président du conseil scientifique de l'IHEDN. Monsieur l'ambassadeur, je vous cède le pupitre. Bon, d'abord, je veux vous exprimer le plaisir que j'ai à être ici avec vous. Et je veux faire deux remarques liminaires. Comme ça vient d'être rappelé, je suis actuellement professeur à l'Université Columbia à New York. Et donc, je suis un de ces Français établis hors de France, profondément attaché à mon pays, à la singularité de son destin, et en même temps le voyant à distance. Et ceci est pertinent pour ce que je vais dire maintenant, parce que ça veut dire que quand on est loin de France, on voit à quel point la France intéresse, mais en même temps, si elle veut peser dans les affaires du monde, elle intéresse quand les Européens se rassemblent. Et en fait, on n'existe dans le monde aujourd'hui que si on est capable de se rassembler entre Européens. Et quand on vit loin de l'Europe, ça apparaît comme une absolue évidence. La deuxième remarque liminaire que je veux faire, c'est que j'étais président de la commission du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale il y a un peu plus d'une dizaine d'années. À l'époque, nous avions déjà identifié les menaces de la force et les menaces de la faiblesse, mais les menaces de la force, elles étaient encore en quelque sorte en pointillé. Il y avait eu le discours du président Poutine à la conférence de Munich en 2007. Il y avait eu le piège qu'il avait tendu à la Géorgie en 2008, mais il n'y avait pas eu une invasion non provoquée comme celle que nous avons vécue avec l'invasion de l'Ukraine. Et donc, quand je regarde la situation d'aujourd'hui avec celle d'il y a une dizaine d'années, je vois trois choses. D'abord, l'accumulation des menaces, la possibilité d'une défaite ukrainienne, ne nous voilons pas la face, la possibilité de l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis avec ses conséquences géopolitiques, la possibilité d'une guerre étendue au Moyen-Orient, qui inclut le Liban, qui puisse à un moment inclure l'Iran, la possibilité d'un conflit avec la Chine. Quand on est aux États-Unis, on voit à quel point la question chinoise hante l'establishment de défense américain. La possibilité d'une recrudescence de la menace terroriste qui n'a jamais disparu, loin de là. Et au fond, derrière tout cela, une érosion massive du droit. Aujourd'hui, on assassine, on revoit les frontières. On voit le Venezuela qui a envie de prendre un morceau de son voisin ou de l'absorber. On voit la Russie avec l'Ukraine. On voit l'Éthiopie qui ne se gêne pas pour essayer de faire un accord avec le Somaliland aux dépens de la Somalie. Donc on voit partout que quelques principes fondamentaux du droit international sont remis en cause. Première évolution profonde. Deuxième évolution profonde, qui est la conséquence de la première, c'est au fond la remise en cause du double postulat de la construction européenne. Le premier postulat, c'était l'idée de la sécurité, au fond, par l'exemplarité. C'est-à-dire que le monde serait tellement admiratif du modèle européen qu'il n'aurait de cesse de l'imiter. Et la soft power de l'Europe était en quelque sorte sa première ligne de défense. On voit bien qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas, que le hard power est revenu, et aussi que vis-à-vis du reste du monde, la soft power européenne a pris un sacré coup, notamment à cause de la question de Gaza,
où beaucoup de pays à travers le monde ne comprennent pas les positions européennes sur Gaza. Remise en cause du postulat donc de la sécurité européenne sur ce point, mais remise en cause aussi par le fait que pour les Américains, nous ne sommes plus la priorité, que toute la construction européenne, au fond, elle s'est faite avec l'idée que sur les questions de sécurité, les États-Unis étaient le grand garant. Troisième différence fondamentale avec ce qu'on pouvait regarder il y a 10 ans, c'est la fragilité interne de l'Europe. Et là, je la pose plus sous forme de question. Est-ce que l'accumulation des menaces que je viens de décrire, est-ce que la remise en cause du double postulat, la remise en cause du double postulat sur la construction européenne, est-ce que tout ça va provoquer un sursaut européen ou au contraire précipiter des divisions, un éclatement européen? Et ça, malheureusement, on ne peut pas le savoir, mais ça dépendra aussi de ce que nous voudrons. Et donc cette question stratégique, elle pose d'une certaine manière deux questions tactiques. La première, quelle pédagogie pour réveiller l'Europe de son sommeil stratégique? La seconde, quels signaux envoyer à nos adversaires pour démontrer une vraie détermination européenne? Alors, pour répondre à ces deux questions, j'ai organisé ma présentation en ce qu'on pourrait appeler une dizaine de principes. Je ne veux pas les appeler 10 commandements, ça serait un peu prétentieux, mais une dizaine de principes d'action, parce que je crois que dans une situation évolutive, confuse et dangereuse, il est important de tenir un cap. Le premier principe, premier commandement, c'est de faire un effort d'analyse, d'avoir une analyse partagée, une évaluation partagée des menaces et des capacités, parce que si on n'a pas ce point de départ, si chacun voit midi à sa porte, l'idée d'une réponse cohérente des Européens n'est pas possible. Si on voit le monde de façon différente quand on est à Tallinn, à Rome, à Madrid, à Paris, ça ne peut pas marcher. Et donc là, il faut, je pense, faire une analyse sérieuse de la gravité de la menace russe. Et là, on voit bien qu'il y a des différences, parce qu'il y a tous ceux qui disent, oui, bon, les Russes, effectivement, ils peuvent l'emporter en Ukraine, mais c'est une armée qui sera épuisée, donc en réalité, et puis, il y a une grande différence entre attaquer l'Ukraine et attaquer un pays membre de l'OTAN. Donc, oui, ce serait dommage que l'Ukraine soit écrasée, mais finalement, ça ne nous concerne pas directement. Moi, je ne fais pas partie de ce camp. Je pense que même si l'armée russe devrait prendre un certain temps, on ne sait pas lequel d'ailleurs, parce qu'ils ont quand même beaucoup mobilisé leur appareil économique, devait prendre un certain temps pour reconstituer une vraie capacité offensive. Je crois que sur le plan politique, le choc d'une défaite de l'Ukraine, qui serait exploitée par toutes les méthodes de la guerre hybride dont la Russie s'est parfaitement jouée, ce choc-là serait dévastateur pour la dimension politique de l'Europe, et donc ce serait une Europe en miettes, qui est exactement ce que souhaite, à mon avis, la Russie. Il faut aussi se mettre d'accord entre Européens sur la réalité des autres menaces. On voit bien qu'il y a toujours eu un décalage entre les pays de la Méditerranée qui voient l'importance d'un continent africain prospère et dynamique, et puis ceux évidemment qui sont sur la ligne de front avec la Russie, pour lesquels les derniers événements font que cette question passe encore plus au second plan. Et donc là, il faut se mettre d'accord sur l'importance respective des différentes questions. Il faut se mettre d'accord aussi sur le potentiel européen, parce que quand on regarde les capacités européennes, il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de capacités. Et donc, tout cela, sur ce premier point, c'est dire ni complaisance, ni panique, mais avoir une analyse réaliste de ce que nous pouvons faire et de ce que nous devons faire. Deuxième principe, avoir une vraie pédagogie de la défense en Europe. Bon, nous avons vécu des décennies de non-guerre, et il faut réapprendre, je dirais, la grammaire de la force. C'est-à-dire qu'on oppose de façon quelquefois un peu schématique les partisans de la realpolitik aux autres.
Il ne s'agit pas d'oublier nos principes, car ce sont des principes qui nous motivent, qui organisent au fond les Européens entre eux. Mais ces principes, ils doivent avoir une base de force derrière eux. Autrement, ce n'est que des mots et ça ne permet pas de peser sur les situations. Et donc, je crois que là, il y a un vrai effort pédagogique à faire entre Européens, d'autant que les expériences européennes, les mémoires européennes sont si différentes sur ce plan, entre les pays qui, comme le nôtre, ont une certaine fierté, finalement, de leur histoire militaire, et ceux pour lesquels l'horreur du nazisme, je pense à l'Allemagne, fait qu'il y a cette réserve de fond par rapport à la chose militaire. Il faut trouver des convergences. Troisième principe, et là je sais que c'est quelque chose qui est souvent discuté en France, c'est la question de structure de l'OTAN. Je crois que si on espère faire l'Europe en dehors de l'OTAN, on est tout seul. La plupart des pays européens tiennent beaucoup à ces structures de l'OTAN et il faut les consolider en un vrai pilier européen, mais tout en se préparant à l'hypothèse du pire, à l'hypothèse d'un Trump qui pourrait vider l'OTAN de son contenu. Ça, je pense que c'est tout à fait une possibilité. Mais aujourd'hui, essayer de bâtir une défense européenne en quelque sorte en dehors de l'OTAN, je crois que là, on n'aura pas d'alliés pour nous suivre dans cette voie. Il n'y a pas de consensus européen en dehors de l'OTAN, mais il y a le risque, évidemment, que l'OTAN soit vidée de sa substance en cas de victoire de Trump et paralyse les efforts européens au lieu de les faciliter. Donc il est d'autant plus important d'accélérer la constitution de ce pilier européen. Quatrième principe, je crois qu'il faut réaccrocher, je dirais, la Grande-Bretagne à l'Europe. Il n'y a pas de défense crédible de l'Europe par les Européens sans participation de la Grande-Bretagne, qui est une des vraies grandes puissances militaires européennes. Alors quand le traité de l'Union européenne a été signé, le traité de l'Union de l'Europe occidentale a disparu, traité qui était antérieur au début même de la construction européenne et qui accrochait la Grande-Bretagne au continent. Il faut réfléchir aux voies de restaurer des liens, y compris des liens de traité, formellement entre Européens et la Grande-Bretagne. Je pense que c'est une urgence. Il faut multiplier les contacts parlementaires, les contacts de société, pour que entre la culture britannique et la culture continentale en matière de défense, il y ait une convergence. Parce que s'il n'y a pas ça, je crois que l'Europe, elle sera bancale sans le pilier britannique. Cinquièmement, il faut engager un débat européen sur la dissuasion nucléaire. Je crois qu'il faut sortir du simplisme sur le parapluie nucléaire américain qui conduirait à un autre simplisme sur le parapluie nucléaire français ou franco-britannique. La réalité est que la situation actuelle est très différente de celle qui prévalait durant la guerre froide. Pendant la guerre froide, le pacte de Varsovie était beaucoup plus près de nous. Évidemment, d'abord, le pacte de Varsovie n'existe plus, mais la menace soviétique était beaucoup plus près de nous que n'est la menace russe aujourd'hui. Et il y avait la crainte réelle qu'une offensive de chars massive des armées du pacte de Varsovie submerge les défenses de l'OTAN et que l'OTAN soit obligée d'ouvrir le feu nucléaire en premier. Aujourd'hui, on est dans une situation profondément différente, où il n'y a pas de doute que si on s'organise, il y a une capacité conventionnelle euro-atlantique si les Américains sont avec nous, et même européenne si les Américains nous lâchaient, mais qu'on soit capable de s'organiser, de faire face à une offensive conventionnelle russe. Et c'est d'ailleurs bien pourquoi les Américains eux-mêmes, depuis un moment, n'ont cessé de vouloir élever le seuil nucléaire. On parle tout le temps du parapluie nucléaire américain, mais je vis aux États-Unis, quand on parle à des militaires américains, la dernière chose qu'ils veulent, c'est d'avoir un usage prématuré de l'arme nucléaire. En réalité, toute la stratégie et toute la planification sont faites pour rendre ce recours à ce franchissement du seuil nucléaire
non nécessaire. Et je pense que c'est l'optique dans laquelle on doit agir. Les armes nucléaires, on les garde comme un recours absolument ultime, mais je pense que centrer les discussions sur la défense européenne, sur l'extension du parapluie, etc., ça va créer toutes sortes de difficultés entre alliés. Il faut ouvrir cette discussion, mais il ne faut pas penser que c'est elle qui règle le problème de la sécurité européenne. Et ça m'amène à mon 6e point, qui est d'organiser le partage du risque en même temps que la spécialisation dans le domaine conventionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, la possibilité d'une dissuasion conventionnelle est une possibilité réelle, mais pour que cette dissuasion conventionnelle soit en quelque sorte la réassurance du nucléaire derrière elle, il faut que tout le monde soit engagé en cas de conflit européen, ce qui veut dire le partage du risque. Et en Europe, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le tout est inférieur à la somme des parties. Que quand on regarde sur le papier les chiffres des différents, qu'on additionne les chiffres des armées européennes, on a l'impression de quelque chose de très puissant, alors qu'en réalité, nous savons tous que les capacités réelles pour mobiliser une force crédible en cas d'agression, ces capacités sont tout à fait limitées. Et ceci veut dire qu'à l'évidence, une meilleure spécialisation est nécessaire. Mais il est essentiel que cette spécialisation ne conduise pas à de nouvelles divisions politiques en Europe, où il y aurait les pays de l'avant et les pays de l'arrière, la défense de proximité, la défense globale, les pays du Nord, les pays du Sud. Je crois que la clause de solidarité européenne, qui est plus contraignante d'ailleurs que la clause de solidarité du traité de l'Atlantique Nord, elle doit être visible sur le terrain. Et donc, il faut réfléchir sans dispersion. Alors, il y a ici beaucoup de spécialistes, et donc je ne vais pas... et d'ailleurs, il y a d'autres panels qui discutent de cela dans ce forum. Donc, je ne vais pas m'étendre beaucoup sur ce sujet. Mais on voit bien que, par exemple, si on prend la situation en Ukraine, en matière d'exploitation en temps réel des données électroniques, des données de renseignement, les Ukrainiens dépendent beaucoup du renseignement américain. Les capacités européennes ne sont pas au niveau sur ce point. On a bien vu qu'en matière de défense aérienne, il y a beaucoup à faire si on veut vraiment renforcer notre protection. On voit bien qu'en matière de transport, il y a une multitude de sujets sur lesquels on voit bien qu'il y a des trous dans la raquette. Et puis il y a le trou le plus important, enfin pas le plus important, mais le plus visible aujourd'hui, c'est le trou quantitatif. C'est-à-dire quand il s'agit de monter en puissance, on n'a pas les capacités. C'est ce qu'a reconnu le président de la République. L'Union européenne promet des quantités de munitions qu'elle n'est pas en mesure de délivrer dans les temps nécessaires. C'est-à-dire que nous n'avons pas la capacité de tenir sur des mois, sur des années, une bataille, une guerre. Et donc là, ça pose le 8e principe, la nécessité de mobiliser notre base industrielle. C'est-à-dire, je vois là deux éléments. Un horizon qui puisse permettre aux industriels d'investir. C'est-à-dire les industriels, évidemment, disent très vite, ah oui, mais vous nous demandez de produire plus vite. Ça veut dire de nouvelles chaînes de production. Est-ce que vous pouvez nous garantir la visibilité pour que notre investissement ne soit pas à perte? Et donc là, ça suppose effectivement une planification pluriannuelle et des garanties pluriannuelles. L'autre aspect de la mobilisation de la base industrielle, c'est de la discipline européenne, c'est-à-dire que tout le monde ne fasse pas tout. Et là, il y a des rivalités industrielles entre pays que nous connaissons bien. C'est un sujet trop ancien sur lequel on n'a jamais vraiment réussi à s'accorder. Aujourd'hui, il y a urgence à s'accorder. Ça m'amène au 9e principe, qui est à situation exceptionnelle, financement exceptionnel.
Quand la France avait proposé, au moment du Covid, d'avoir des financements européens, il y a beaucoup de pays, pas seulement l'Allemagne, qui étaient hostiles à l'émission de Eurobonds, d'un financement d'emprunt européen. Aujourd'hui, on voit bien que l'Allemagne, pour le moment, est toujours hostile, essentiellement à cause du parti libéral dans la coalition allemande. On voit bien que l'Allemagne est toujours hostile à cela, mais on voit que des pays qui étaient d'accord avec elle sur le Covid ont changé de bord. Quand vous pensez à la Suède, au Danemark, ces pays étaient très, très réservés sur l'idée. Maintenant qu'ils voient l'immédiateté de la menace, ils ont changé d'avis. Et donc je crois c'est un débat qu'il faut mettre sur la table parce qu'on a besoin d'un investissement rapide et massif, et ceci ne se fera pas sans ressources financières adéquates. Dernier point qui est ma conclusion, et je vois que j'arrive à mes 20 minutes. Dernier point qui est ma conclusion, et c'est un point tactique mais qui a une application stratégique, c'est qu'il faut que les Européens soient absolument d'accord sur la nécessité d'empêcher une défaite de l'Ukraine. Parce que si cette défaite devait avoir lieu, si la Russie pouvait dicter les termes de la négociation, tout ce que j'ai dit dans les 9 points précédents devient un peu théorique, parce que la débandade politique européenne sera difficile à arrêter. Je vous remercie.